Les abeilles donnent le miel et la cire odorante à l'homme qui les soigne. Mais ce qui vaut peut-être mieux que le miel et la cire, c'est qu'elles appellent son attention sur l'allégresse de juin. C'est qu'elles lui font goûter l'harmonie des beaux mois. C'est que tous les événements où elles se mêlent sont liés au ciel pur, à la fête des fleurs, aux heures les plus heureuses de l'année. Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, l'intelligence des rayons qui planent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose, et leur vol est le signe visible, la note convaincue et musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. Elles font comprendre la voix la plus intime des bonnes heures naturelles. À qui les a connues, à qui les a aimées, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. Cette fois-ci, j'ai voulu commencer par une petite citation du livre dont je parle. Alors, peut-être que vous l'ignorez ou je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles. Et j'avais envie, 2 semaines après mon test, ma critique de Bisimulator, de vous parler un petit peu des abeilles. En fait, ça fait depuis longtemps que ça me passe par la tête et que ça me turlupine un peu, ces histoires d'abeilles, parce que vous avez peut-être entendu parler comme moi du syndrome d'effondrement des colonies, hein. Alors on dit toujours, en tout cas moi je pensais que c'était à cause du frelon asiatique, évidemment, hein. On en entend beaucoup parler, alors c'est de sa faute, hein, bien sûr, il fait partie des causes de cet effondrement des colonies, mais il y a aussi 2 autres causes que j'ai découvertes. Alors ça c'est une petite parenthèse que je fais à l'entrée de la vidéo, je ne vais pas parler de ça après, et je ne m'y connais pas, mais je me suis interrogé un petit peu. La principale cause en fait de disparition des abeilles en ce moment, et ce qui gêne le plus les apiculteurs d'après ce que je peux lire, c'est un acarien parasite qui s'appelle le Varroa destructor. En fait c'est un acarien qui est apparu ici dans nos contrées suite à des échanges de colonies en fait, comme ça arrive depuis des siècles, hein. Au 19e siècle déjà vous aviez des abeilles italiennes qui étaient ramenées ici, donc il y a toujours eu des échanges d'espèces, seulement cette espèce-là tolérait bien cet acarien et ça ne lui causait pas de problème, mais nos colonies à nous en Europe, ça les décime, et je crois que c'est le cas aussi en Amérique, j'en suis pas certain, ça décime nos colonies parce que tout simplement vous avez des larves qui sont parasitées, qui n'ont même pas le temps de naître, qu'elles sont déjà épuisées et détruites. Et puis vous avez des bactéries, des maladies aussi. Deuxième cause aussi un petit peu cachée ou pas totalement officielle ou encore en discussion, ce sont les pesticides en fait, hein. Alors vous avez un lobby qui finance des recherches qui ne sont pas forcément tout à fait contre elles, puisque c'est comme pour le lobby pharmaceutique s'agissant des êtres humains. Bon, quand vous financez à 80% votre régulateur, mais il y a un rapport d'employeur à employeur, et c'est pas évident d'avoir des résultats qui soient contre vous. J'ai pas étudié ce sujet à fond, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une gêne en tout cas à ce sujet, au sujet des pesticides, malgré que des éleveurs mettent cette cause peut-être en avant par rapport à l'effondrement des colonies d'abeilles. Petite parenthèse de fermée, vous savez à quel point aussi la pollinisation est importante et que la disparition des abeilles, on dit souvent qu'elle pourrait entraîner la disparition de l'homme. Bref, avec tout ça, j'avais un petit peu envie de rappeler et de moi-même me réinstruire en fait sur la vie des abeilles tout simplement. On n'entend plus parler de ça en biologie même, après l'école primaire on n'entend plus parler des abeilles. Et en tout cas moi ça n'a pas été mon cas, donc j'avais envie de réapprendre un petit peu tout ça. Et vous avez peut-être trouvé étonnant que pour apprendre un petit peu tout ça, je m'inspire et je découvre le livre d'un écrivain en plus, même pas d'un biologiste, du 19e siècle en plus, qui s'appelle Maurice Maeterlinck. Alors Maurice Maeterlinck, c'est particulier puisqu'il est, à la base, il est écrivain, dramaturge, d'origine belge et plus exactement flamande. Il est issu d'une famille riche, bourgeoise, catholique, flamande et donc francophone, puisque c'était comme ça à l'époque dans ces grandes familles, pendant très longtemps. Il était un excellent écrivain, un poète aussi, hein, qui a participé au mouvement symboliste. Ça peut vous rappeler le nom de Mallarmé, hein. Il est né en 1862, donc 8 ans après Oscar Wilde. D'ailleurs, Oscar Wilde a participé à certains des salons qu'il organisait avec sa femme, hein, ça c'est pour la petite anecdote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a connu les découvertes de Darwin sur l'évolution des espèces.
et qu'il est né aussi dans le siècle où l'idéalisme allemand a pris fin en philosophie pour laisser place au matérialisme marxiste ou marxien, pour être plus juste avec Marx, puisqu'il y a eu tout un héritage communiste. Je vous explique tout ça pour non sans raison, hein, vous verrez après pourquoi. Puisqu'en fait, c'est pas seulement un documentaire sur les abeilles, ce livre de Maeterlinck, c'est aussi un essai. C'est un essai qui est paru en 1901, et donc 10 ans avant que Maeterlinck soit couronné prix Nobel de littérature, et qui en fait s'est intégré dans toute une série d'essais qu'il a écrits sur les insectes sociaux, comme on les appelle. Vous avez aussi les termites et les fourmis notamment. Alors moi, dans mon édition des Perséides, j'ai tous ces essais, j'ai aussi une histoire sur la vie des fleurs et sur l'araignée de verre, une araignée aquatique, si j'ai bien compris, j'ai pas encore regardé. Donc Maeterlinck, ce qu'il faut savoir par rapport aux abeilles, c'est qu'il était lui-même apiculteur, on va dire amateur, mais est quand même éclairé sur tout ça, puisqu'il lisait les essais et les écrits des grands biologistes de son temps, hein. Il est au courant de tout ça et ça apparaît dans son livre. Ici, toute une série d'expériences, d'exemples qui montrent bien qu'il connaît son sujet, empiriquement mais aussi théoriquement. Et c'est intéressant parce que c'est une espèce d'ouvrage de vulgarisation, mais c'est pas de la vulgarisation infantile. C'est vraiment intéressant. Alors il y a deux aspects qui font l'originalité, on va dire, de ce texte. C'est d'une part la poésie de Maeterlinck, qui vraiment inonde toutes les pages, qui naufrage parfois certaines de ces pages même, j'ai envie de dire. Et aussi l'aspect d'essai philosophique sur la vie animale, puisqu'en fait Maeterlinck il voulait rendre compte de l'intelligence de la nature dans le cadre évidemment des nouveaux acquis darwinistes, ou darwiniens, je sais pas comment il faut dire. Je sais plus exactement comment j'ai découvert Maeterlinck, je pense que je m'intéressais à la vie des abeilles et j'ai vu ça assez rapidement et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce côté littéraire qui vous immerge dans la vie des abeilles, qui vous la raconte, parce que c'est très rare qu'on vous choisisse les mots pour raconter la vie des insectes. C'est quelque chose quand même que j'ai rarement vu en tout cas. Bon, bien sûr on voit ça dans des fictions maintenant comme les fourmis de Bernard Werber ou ce genre de choses, mais c'est quand même un phénomène assez rare, je veux dire, littérairement. Et en plus il avait un peu révolutionné l'appréhension qu'on pouvait avoir de cette question à l'époque. C'est entre autres ce qui lui a valu son prix Nobel, pas tout à fait puisqu'il a été quand même l'auteur de grandes pièces de théâtre, etc. Mais ça fait partie de sa légende, si vous voulez, et de son apport scientifique même, on peut dire, entre littérature, science et philosophie. Donc vous avez ces trois aspects dans le livre, l'aspect documentaire, l'aspect poétique qui immerge et qui parfois est fatigant, vous l'avez déjà compris, je l'ai un peu sous-entendu, et cet aspect d'essai qui n'est pas flagrant au début, qui teinte parfois d'anthropomorphisme son récit de la vie des abeilles, et qui seulement à la fin se révèle pour ce qu'il est en fait. Au début de cette vidéo, j'ai évoqué Bee-Simulator, le jeu, on va dire, éducatif sur les abeilles, qui est pas inintéressant, mais qui comporte quand même des erreurs. Et je voulais inviter à la fin de cette vidéo à suivre cette vidéo-ci, qui sera un peu plus instructive, on va dire, sur la vie des abeilles. Pour les néophytes, je dis bien, parce que j'ai découvert plein de chaînes sur des apiculteurs sur YouTube, et je suis loin de tout comprendre à ce qu'ils racontent, mais très très loin en fait. C'est vraiment un débat de spécialistes, donc ici c'est une vidéo pour néophytes, qui veulent un peu redécouvrir la vie des abeilles, on va dire. Jusqu'à un certain point, elle peut être suivie par des enfants. Et ce point, il est ici, en fait, puisque je vais essayer d'un petit peu récapituler en quoi consiste la vie des abeilles, juste dans un petit chapitre ici, en partant à la fois de ce qui est dit dans le livre de Maeterlinck, ce que j'en ai retenu, mais aussi la façon dont j'ai un petit peu complété et réorganisé ça, puisqu'il a un propos tellement dense, poétique, et mêlé de réflexions philosophiques, que c'est pas toujours évident de vraiment retracer, on va dire un peu à la C'est pas sorcier, qui ont d'ailleurs fait un épisode sur les abeilles, rapidement en quoi consiste leur vie. Et donc je voulais un petit peu vous résumer ça. C'est un peu contre-intuitif, mais je vais partir de l'individu, de l'abeille et de ce qu'elle fait. Notamment les 5 ressources plutôt qu'elle manipule au cours de sa vie. Donc la première ressource, c'est le pollen. Donc ça, c'est le phénomène le plus connu. On parle toujours de l'importance de la pollinisation. En fait, le pollen, c'est une denrée qu'elle récolte pour elle-même, puisque c'est un peu l'équivalent, c'est un peu leur pain quotidien, comme on dit. Alors c'est un drôle de pain, puisqu'en fait, ça leur apporte des protéines, c'est plutôt leur viande. Mais au sein de la ruche, dans les cellules, ça pourrait ressembler à une espèce de levure de pain. C'est leur nourriture principale qui leur apporte des protéines.
Alors elles le récoltent sur les fleurs, bien entendu, ils s'accrochent à leurs pattes. On voit souvent les images où elles ont les pattes complètement agglutinées de pollen. Et donc c'est important pour nous aussi, puisqu'en fait la pollinisation, pour rappeler quand même un peu ce que c'est tout simplement le fait que ces graines de pollen, qui sont des graines mâles, sont véhiculées malgré elles par les abeilles et par tous les insectes pollinisateurs d'une fleur à l'autre, ce qui permet leur reproduction. Reproduction qui veut dire que elles ont des fruits, et des fruits qu'on mange, entre autres, que les êtres humains mangent. Donc ça, c'est le premier ingrédient, entre guillemets, qu'elles transportent. Le deuxième, c'est tout simplement le nectar. Donc elles ont une espèce de langue en forme de trompe ou de paille. Elles aspirent ce nectar. Ce nectar, il leur est utile de plusieurs façons, puisqu'il leur donne de l'énergie, une énergie plus sucrée, qui à la fois est la matière première de leur miel et de la cire qu'elles produisent. Alors elles stockent ça dans ce qu'on appelle un jabot. Alors le jabot, c'est l'estomac de la ruche, on pourrait dire, parce qu'elles ont deux estomacs, un estomac pour elles-mêmes et un estomac collectif. Donc elles arrivent à retransmettre ce nectar qu'elles ont en elles à ce qu'on appelle les magasinières au sein de la ruche pour qu'elles les déposent et qu'elles créent le miel, elles produisent le miel au sein de la ruche. Vraiment essentiel le nectar, puisqu'en fait ça permet aussi en hiver d'avoir du miel qui est vraiment l'énergie principale et qui permet de maintenir aussi une chaleur au sein de la ruche. Mais vous le verrez tout à l'heure dans un extrait que je vous lirai. Ensuite, vous avez une autre ressource alimentaire, on va dire qu'elle transporte, c'est la gelée royale. En fait, elle la sécrète. Et cette gelée royale, elle est distribuée plus ou moins longtemps aux larves pour qu'elles deviennent soit des ouvrières, soit des mâles, soit une reine. Et alors la reine, elle est alimentée comme ça pendant toute sa vie. En plus de ces ressources alimentaires, on a des ressources qu'on pourrait dire de construction. Donc vous avez la cire. Elles la produisent eux-mêmes grâce à ce qu'on appelle des glandes cirières. À un stade de leur vie, c'est la fonction qu'elles occupent, la fonction de bâtisseuse. La cire, c'est un petit peu le béton dans la structure de la ruche, quoi. Et vous avez aussi une autre ressource qu'on oublie souvent, c'est la propolis. En fait, c'est une résine végétale qu'elle trouve sur les arbres et qu'elle transforme. Donc elle les trouve sur les conifères notamment, enfin entre autres, mais sur toutes sortes d'arbres en réalité. Elle les transforme et c'est là l'espèce de mortier qui colle les morceaux ensemble, les morceaux de cire, pour que tout tienne bien. Et ça joue aussi un rôle d'anti-infectieux, parce que les abeilles, même si elles ne paraissent pas comme ça quand on regarde une ruche, elles sont très propres et elles nettoient tout ça. Il y a même ce qu'on appelle des vols de propreté. Donc voilà, tout ça, ce sont les ressources qu'elles transportent. Toutes ces ressources, elles ont une seule utilité, comme pour tout dans le règne animal, c'est la perpétuation de l'espèce et la création d'une nouvelle ruche, à travers ce qu'on appelle, d'une nouvelle colonie en fait, à travers ce qu'on appelle l'essaimage. Vous avez une fièvre d'essaimage à un moment donné, quand il y a suffisamment de ressources, et quand il y a une nouvelle reine qui arrive, et là elles s'en vont, et elles vont se poser sur une branche en attente du fait que les éclaireuses leur indiquent, tiens, on a trouvé une nouvelle ruche, un nouvel endroit potentiellement bon pour créer une nouvelle colonie, ici ou là. En général, dans la nature, ça va être un grenier, un arbre creux ou un terrier abandonné. Et là, elles vont partir. Sauf que il y a les abeilles sauvages, mais il y a les abeilles, on va dire, semi-domestiques, celles qu'on voit souvent et qu'on imagine le plus souvent. C'est celles que récoltent alors les apiculteurs quand ils voient ces grappes d'abeilles toutes rassemblées. Ils les rassemblent, ils les récupèrent, ils les mettent dans une ruche. Et cette ruche, elle convient très bien aux abeilles, puisque il y a déjà des cires pré-gaufrées qui sont en fait à l'avantage aussi bien des apiculteurs que des abeilles elles-mêmes, puisque ce pré-gaufrage à la cire leur permet tout simplement d'économiser en nectar qui produit la cire. Donc elles aiment bien ça, elles gagnent du temps, ça fait une ruche parfaite pour elles. Et pour l'apiculteur, c'est bien parce que ça permet d'avoir plus de miel en fin de compte. Donc on pourrait parler je ne sais pas si on pourrait parler d'un cas de mutualisme avec un profit réciproque pour l'être humain et l'animal, mais c'est un peu ce genre de relation. Pour ce qui est de l'organisation de la ruche en tant que telle, vous avez le couvain qui est en plein milieu, après autour le pollen puis le miel. Et là alors vous avez évidemment trois types d'abeilles, les mâles, les femelles et la reine. Les mâles sont vraiment tout à fait inutiles. Ce sont des gloutons, alors ils ont des meilleurs yeux, etc. Ça, je vous lirai aussi un extrait tout à l'heure, donc je ne vous en dis pas trop. Mais ils ont des avantages, on va dire, qui leur permettront, le jour venu, d'aller essayer de féconder la reine d'une autre ruche, qui permet aussi d'éviter que génétiquement, il y a un trop gros rassemblement des espèces. Donc ça, c'est intéressant pour les abeilles. Mais il y en a beaucoup moins, il y a quelques centaines de mâles, je crois, par ruche.
Vous avez les femelles qui font à peu près tout. Donc elles sont tour à tour nourrices, bâtisseuses, magasinières et butineuses, entre autres, hein, parce qu'elles exercent toutes sortes de fonctions. Elles peuvent éventuellement, si la reine est morte, donner naissance à des abeilles, mais il y a une petite particularité des abeilles qui est partagée par pas mal d'espèces, c'est ce phénomène de parthénogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles sont capables de féconder par elles-mêmes toutes seules, mais des individus d'un seul sexe. En l'occurrence, elles peuvent donner naissance uniquement à des mâles. Donc ça crée très vite des problèmes, comme vous pouvez l'imaginer, sachant que son glouton est tout à fait inutile. Par contre, la reine, évidemment, une fois qu'elle est fécondée, et ben là, elle a ce qu'on appelle une spermathèque, qui en fait, voilà, elle a toute une réserve de spermatozoïdes que lui a donné le mâle au cours de ce qu'on appelle le vol nuptial. Et à partir de là, pour toute sa vie, elle a de quoi féconder aussi bien des mâles que des femelles selon son bon vouloir, en fait. Hein. Elle peut donner naissance en fonction des besoins de la ruche, aussi bien à des mâles qu'à des femelles. Et voilà, c'est à peu près le cycle de la ruche. Tout ça, ça se passe au printemps. Ensuite, il y a des réserves qui sont faites pour l'hiver, où elle rentre en période d'hivernage. Donc là, le mouvement de la ruche est ralenti. Et puis voilà, tout ça, ça reprend. Pour rendre compte un petit peu de toute cette vie de la ruche, et pour quand même vous citer un petit peu Maeterlinck maintenant, et que vous vous rendiez compte un petit peu de la vie de la ruche de l'intérieur, je vais vous lire plusieurs extraits que j'ai rassemblés, alors pas par ordre chronologique, je ne respecte pas l'ordre du livre proprement dit, mais par ordre logique tout simplement. Vous allez voir, ça se suit assez bien. C'est des passages qui me plaisent bien dans le livre, et je pense que c'est assez intéressant et que ça vous donnera peut-être envie de découvrir le livre en entier. Donc je vous laisse écouter ces quelques extraits. Dans les meilleures ruches, on compte d'habitude 4 ou 500 mâles. Dans les ruches dégénérées aux plus faibles, on en trouve souvent 4 ou 5 000, car plus une ruche penche à sa ruine, plus elle produit de mâles. On peut dire qu'en moyenne, un rucher composé de 10 colonies éparpille dans l'air à un moment donné un peuple de 10 000 mâles, dont 10 ou 15 au plus auront la chance d'accomplir l'acte unique pour lequel ils sont nés. En attendant, ils épuisent les provisions de la cité, et le travail incessant de 5 ou 6 ouvrières suffit à peine à nourrir l'oisiveté vorace et plantureuse de chacun de ces parasites qui n'ont d'infatigable que la bouche. Mais toujours la nature est magnifique quand il s'agit des fonctions et des privilèges de l'amour. Elle ne lésine que sur les organes et les instruments de travail. Elle est particulièrement âpre à ce que tous les hommes ont appelé vertu. En revanche, elle ne compte ni les joyaux, ni les faveurs qu'elle répand sur la route des amants les moins intéressants. Elle crie de toutes parts « Unissez-vous, multipliez, il n'est d'autre loi, d'autre but que l'amour », quitte à ajouter à mi-voix « Et durez après si vous le pouvez, cela ne me regarde plus ». On a beau faire, on a beau vouloir autre chose, on retrouve partout cette morale si différente de la nôtre. Voyez encore, dans les mêmes petits êtres, son avarice injuste et son faste insensé. De sa naissance à sa mort, l'austère butineuse doit aller au loin, dans les fourrés les plus épais, à la recherche d'une foule de fleurs qui se dissimulent. Elle doit découvrir, au labyrinthe des nectaires, aux allées secrètes des anthères, le miel et le pollen cachés. Pourtant ses yeux, ses organes olfactifs, sont comme des yeux, des organes infimes au prix de ceux des mâles. Ceux-ci seraient à peu près aveugles et privés d'odorat, qu'ils n'en pâtiraient guère, qu'ils le sauraient à peine. Ils n'ont rien à faire, aucune proie à poursuivre. On leur apporte leurs aliments tout préparés et leur existence se passe à humer le miel à même les rayons, dans l'obscurité de la ruche. Mais ils sont les agents de l'amour, et les dons les plus énormes et les plus inutiles sont jetés à pleine main dans l'abîme de l'avenir. 1 sur 1000 parmi eux aura à découvrir, une fois dans sa vie, au profond de l'azur, la présence de la Vierge royale. 1 sur 1000 devra suivre, un instant dans l'espace, la piste de la femelle qui ne cherche pas à fuir. Il suffit. La puissance partiale a ouvert à l'extrême et jusqu'au délire ses trésors inouïs. À chacun de ces amants improbables, dont 999 seront massacrés quelques jours après les noces mortelles du 1000e, elle a donné 13 000 yeux de chaque côté de la tête, alors que l'ouvrière en a 6 000. Elle a pourvu leurs antennes, selon le calcul de Schächer, de 37 800 cavités olfactives, alors que l'ouvrière n'en possède pas 5 000. Voilà un exemple de la disproportion qu'on observe à peu près partout entre les dons qu'elle accorde à l'amour et ceux qu'elle marchande au travail, entre la faveur qu'elle répand sur ce qui donne l'essor à la vie dans un plaisir et l'indifférence où elle abandonne ce qui se maintient patiemment dans la peine.
L'œuvre de cire, qui ne s'arrête ni de jour ni de nuit, s'étend avec une rapidité extraordinaire. La reine impatiente a déjà parcouru plus d'une fois les chantiers qui blanchissent dans l'obscurité, et maintenant que les premières lignes des demeures sont achevées, elle en prend possession avec son cortège de gardiennes, de conseillères ou de servantes, car on ne saurait dire si elle est conduite ou suivie, vénérée ou surveillée. Arrivée à l'endroit qu'elle juge favorable ou que ses conseillères lui imposent, elle bombe le dos, se recourbe et introduit l'extrémité de son long abdomen fuselé dans l'un des godets vierges, pendant que toutes les petites têtes attentives, les petites têtes aux énormes yeux noirs des gardes de son escorte l'enserrent d'un cercle passionné, lui soutiennent les pattes, lui caressent les ailes et agitent sur elle leurs fébriles antennes, comme pour l'encourager, la presser et la féliciter. On reconnaît aisément l'endroit où elle se trouve à cette espèce de cocarde étoilée, ou plutôt à cette broche ovale dont elle est la topaze centrale et qui ressemble assez aux imposantes broches que portaient nos grands-mères. Il est d'ailleurs remarquable, puisque s'offre l'occasion de le remarquer, que les ouvrières évitent toujours de tourner le dos à la reine. Sitôt qu'elle approche d'un groupe, toutes s'arrangent de façon à lui présenter invariablement les yeux et les antennes et marchent devant elle à reculons. C'est un signe de respect ou plutôt de sollicitude qui, pour invraisemblable qu'il paraisse, n'en est pas moins constant et tout à fait général. Mais revenons à notre souveraine. Souvent, pendant le léger spasme qui accompagne visiblement l'émission de l'œuf, une de ses filles la saisit dans ses bras et, front contre front, bouche contre bouche, semble lui parler bas. Elle, assez indifférente à ces témoignages un peu effrénés, prend son temps, ne s'émeut guère, tout à sa mission qui paraît être pour elle une volupté amoureuse plutôt qu'un travail. Enfin, au bout de quelques secondes, elle se redresse avec calme, se déplace d'un pas, fait un quart de tour sur elle-même et, avant d'y introduire la pointe de son ventre, plonge la tête dans la cellule voisine afin de s'assurer que tout y est en ordre et qu'elle ne pompe pas 2 fois dans le même alvéole, tandis que 2 ou 3 abeilles de l'escorte empressée culbutent successivement dans la cellule abandonnée pour voir si l'œuvre est accomplie et entourer de leurs soins ou mettre en bonne place le petit œuf bleuâtre qu'elle vient d'y déposer. À partir de ce moment jusqu'au premier froid de l'automne, elle ne s'arrête plus, pondant pendant qu'on la nourrit et dormant, si tant est qu'elle dorme, en pondant. Elle représente dès lors la puissance dévorante de l'avenir qui envahit tous les coins du royaume. Elle suit pas à pas les malheureuses ouvrières qui s'épuisent à construire les berceaux que sa fécondité réclame. On assiste ainsi à un concours de 2 instincts puissants dont les péripéties éclairent pour les montrer, sinon pour les résoudre, plusieurs énigmes de la ruche. Il arrive, par exemple, que les ouvrières gagnent une certaine avance. Obéissant à leurs soucis de bonne ménagère qui songent aux provisions des mauvais jours, elles s'empressent de remplir de miel les cellules conquises sur l'avidité de l'espèce. Mais la reine s'approche, il faut bien que les biens matériels reculent devant l'idée de la nature, et les ouvrières affolées déménagent en hâte le trésor importun. Il arrive aussi que leur avance soit d'un rayon entier. Alors, n'ayant plus sous les yeux celle qui représente la tyrannie des jours que personne ne verra, elles en profitent pour bâtir aussi vite que possible une zone de grandes cellules, de cellules à mâles, dont la construction est beaucoup plus facile et plus rapide. Arrivée à cette zone ingrate, la reine y dépose à regret quelques œufs, la franchit, et vient sur ses bords exiger de nouvelles cellules d'ouvrières. Les travailleuses obéissent, rétrécissent graduellement les alvéoles, et la poursuite recommence, jusqu'à ce que l'insatiable mère, fléau fécond et adoré, soit ramenée des extrémités de la ruche aux cellules du début, abandonnée dans l'entretemps par la première génération qui vient d'éclore, et qui bientôt, de ce coin d'ombre où elle est née, va se répandre sur les fleurs des environs, peupler les rayons du soleil et animer les heures bienveillantes, pour se sacrifier à son tour à la génération qui déjà la remplace dans les berceaux. Pour résumer le rôle et la situation de la reine, on peut dire qu'elle est le cœur esclave de la cité dont l'intelligence l'environne. Elle est la souveraine unique, mais aussi la servante royale, la dépositaire captive et la déléguée responsable de l'amour. Son peuple la sert et la vénère tout en n'oubliant point que ce n'est pas à sa personne qu'il se soumet, mais à la mission qu'elle remplit et aux destinées qu'elle représente. On aurait bien du mal à trouver une république humaine dont le plan embrasse une portion aussi considérable de notre planète, une démocratie où l'indépendance soit en même temps plus parfaite et plus raisonnable, et l'assujettissement plus total et mieux raisonné. Mais on n'en trouverait pas non plus où les sacrifices soient plus durs et plus absolus. N'allez pas croire que j'admire ces sacrifices autant que leurs résultats. Il serait évidemment souhaitable que ces résultats puissent s'obtenir avec moins de souffrance, moins de renoncement. Mais le principe accepté, et peut-être est-il nécessaire dans la pensée de notre globe, son organisation est admirable. Quelle que soit sur ce point la vérité humaine, dans la ruche,
la vie n'est pas envisagée comme une série d'heures plus ou moins agréables dont il est sage de n'assombrir et de n'aigrir que les minutes indispensables à son maintien, mais comme un grand devoir commun et sévèrement divisé entre un avenir qui recule sans cesse depuis le commencement du monde. Chacun y renonce à plus de la moitié de son bonheur et de ses droits. La reine dit adieu à la lumière du jour, au calice des fleurs et à la liberté. Les ouvrières à l'amour, à 4 ou 5 années de vie et à la douceur d'être mère. La reine voit son cerveau réduit à rien au profit des organes de la reproduction, et les travailleuses, ces mêmes organes s'atrophier au bénéfice de leur intelligence. Il ne serait même pas juste de soutenir que la volonté ne prenne aucune part à ces renoncements. Il est vrai que l'ouvrière ne peut changer sa propre destinée, mais elle dispose de celle de toutes les nymphes qui l'entourent et qui sont ses filles indirectes. Nous avons vu que chaque larve d'ouvrière, si elle était nourrie et logée selon le régime royal, pourrait devenir reine. Et pareillement, chaque larve royale, si l'on changeait sa nourriture et qu'on réduisit sa cellule, serait transformée en ouvrière. Ces prodigieuses élections s'opèrent tous les jours dans l'ombre dorée de la ruche. Elles ne s'effectuent pas au hasard, mais une sagesse dont l'homme seul peut tromper la loyauté, une sagesse toujours en éveil, les faits ou les défaits, en tenant compte de tout ce qui se passe hors de la cité, comme de tout ce qui a lieu entre ses murs. Si des fleurs imprévues abondent tout à coup, si la colline ou les bords de la rivière resplendissent d'une moisson nouvelle, si la reine est vieille ou moins féconde, si la population s'accumule et se sent à l'étroit, vous verrez s'élever des cellules royales. Ces mêmes cellules pourront être détruites si la récolte vient à manquer ou si la ruche est agrandie. Elles seront souvent maintenues tant que la jeune reine n'aura pas accompli ou réussi son vol nuptial pour être anéantie lorsqu'elle rentrera dans la ruche en traînant derrière elle comme un trophée le signe irrécusable de sa fécondation. Où est-elle, cette sagesse qui pèse ainsi le présent et l'avenir, et pour laquelle ce qui n'est pas encore visible a plus de poids que tout ce que l'on voit? Où siège-t-elle, cette prudence anonyme qui renonce et choisit, qui élève et rabaisse, qui de tant d'ouvrières pourrait faire tant de reines et qui de tant de mères fait un peuple de vierges? Bien d'autres traits curieux nous obligent d'admettre que les abeilles ont entre elles des rapports spirituels qui dépassent la portée d'un oui ou d'un non, ou de ces relations élémentaires qu'un geste ou l'exemple détermine. On pourrait citer, entre autres, la mouvante harmonie du travail dans la ruche, la surprenante division de la besogne, le déroulement régulier qu'on y trouve. Par exemple, j'ai souvent constaté que les butineuses que j'avais marquées le matin s'occupaient l'après-midi, à moins que les fleurs ne fussent très abondantes, à réchauffer ou à éventer le couvain, ou bien je les découvrais parmi la foule qui forme ces mystérieuses chaînes endormies au milieu desquelles travaillent les cirières et les sculpteuses. J'ai observé aussi que les ouvrières que je voyais recueillir le pollen durant un jour ou deux n'en rapportaient pas moins le lendemain et sortaient à la recherche exclusive du nectar, et réciproquement. On pourrait citer encore, au point de vue de la division du travail, ce que le célèbre apiculteur français Georges de Layens appelle la répartition des abeilles sur les plantes mellifères. Chaque jour, dès la première heure de soleil, dès la rentrée des exploratrices de l'aurore, la ruche qui s'éveille apprend les bonnes nouvelles de la terre. Aujourd'hui fleurissent les tilleuls qui bordent le canal. Le trèfle blanc éclaire l'herbe des routes. Le mélilot et la sauge des prés vont s'ouvrir. Les lys, les résédas ruissellent de pollen. Vite, il faut s'organiser, prendre des mesures, répartir la besogne. 5000 des plus robustes iront jusqu'au tilleul. 3000 des plus jeunes animeront le trèfle blanc. Celles-ci aspiraient hier le nectar des corolles. Aujourd'hui, pour reposer leur langue et les glandes de leurs jabots, elles iront recueillir le pollen rouge du réséda, celle-là le pollen jaune des grands lys, car vous ne verrez jamais une abeille récoltée au mêlé des pollens de couleurs ou d'espèces différentes, et l'assortiment méthodique dans les greniers, suivant les nuances et l'origine, de la belle farine parfumée est une des grandes préoccupations de la ruche. Ainsi sont distribués les ordres par le génie caché. Aussitôt, les travailleuses sortent en longue file et chacune d'elles vole droit à sa tâche. Il semble, dit de Layens, que les abeilles soient parfaitement renseignées sur la localité, la valeur mellifère relative et la distance de toutes les plantes qui sont dans un certain rayon autour de la ruche. Si on note avec soin les diverses directions que prennent les butineuses, et si on va observer en détail la récolte des abeilles sur les diverses plantes alentours, on constate que les ouvrières se distribuent sur les fleurs proportionnellement à la fois au nombre des plantes d'une même espèce et à leur richesse mellifère. Il y a plus. Elles estiment chaque jour la valeur du meilleur liquide sucré qu'elles peuvent récolter. Si, par exemple, au printemps, après la floraison des sols, au moment où rien n'est encore fleuri dans les champs, les abeilles n'ont guère pour ressources que les premières fleurs des bois, on peut les voir visiter activement les anémones, les pulmonaires, les ajoncs et les violettes. Quelques jours plus tard,
Des champs de choux ou de colza viennent-ils fleurir en assez grand nombre, on verra les abeilles abandonner presque complètement la visite des plantes de bois encore en pleine floraison pour se consacrer à la visite des fleurs de choux ou de colza. Chaque jour, elles règlent ainsi leur distribution sur les plantes, de manière à récolter le meilleur liquide sucré dans le moins de temps possible. On peut donc dire que la colonie d'abeilles, aussi bien dans ses travaux de récolte que dans l'intérieur de la ruche, sait établir une distribution rationnelle du nombre d'ouvrières, tout en appliquant le principe de la division du travail. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les extraits que je viens de vous lire. Je voulais vous faire sentir à la fois la vie de la ruche, mais aussi de façon graduelle la thèse qui est sous-jacente à Maeterlinck, si on peut appeler ça une thèse, mais la mise en valeur en fait de l'intelligence naturelle qu'on trouve dans sa vie des abeilles. Hein. Cette thèse, elle n'est pas avancée dès le départ, hein, dès le début du livre, et moi j'ai commencé en ayant un petit peu peur, parce que si vous voulez, j'ai senti quelque chose, c'est que il y avait une mise en avant évidemment de la perfection de la vie de la ruche, et à un moment où, si vous avez bien entendu, il explique que bon, il va pas jusqu'à trouver enviable cette tyrannie de la ruche qui donne naissance à une société si parfaite, mais que quand même toutes ces contraintes donnent lieu à quelque chose qui mécaniquement est beau à voir, est parfait, etc. Et moi j'ai cru voir en fait dans cette comparaison avec l'humanité une comparaison en fait, ou une analogie on va dire péjorative, enfin dévalorisante pour l'être humain, pour l'humanité, puisqu'il dit à un autre moment de son essai que l'être humain est apparu plus tard dans l'histoire de la vie, de la nature, et que donc il était moins, on pourrait dire, moins parfait. Alors en philosophie, tout ça c'est un vaste et un lointain débat, hein, qui était fort présent d'ailleurs au XIXe siècle, où on mettait fort en tension la nature et la culture existant par combat de la nature et d'une certaine façon, mais l'être humain restant un être de sensibilité malgré tout. Donc il y a toujours eu cette tension entre nature et culture, et on la sent vraiment très fort aussi à notre époque. Bon, souvent on qualifie la nature de ce qui est déterminé entièrement par ses instincts. Les animaux ne sont pas définis par un libre arbitre, mais par leurs instincts. Ils obéissent à leurs instincts, leur essence, leur nature est entièrement liée à ça. Alors que chez les hommes, vous avez cette vie sociale, mais qui s'organise de façon bizarre autour d'un libre arbitre. Et quand je dis qu'elle s'organise de façon un peu bizarre, c'est parce qu'elle est imparfaite. Si elle est imparfaite, c'est parce que, pour reprendre l'ancien terme des Grecs, elle n'est pas finie, elle est infinie, non terminée, si vous voulez. Et on pouvait avoir l'impression que la vie des abeilles était terminée, je veux dire, hein, que tout était parfaitement organisé. Et tout ça, bon, philosophiquement, en termes de philosophie politique, c'est pas très positif, si vous voyez où je veux en venir, puisque de tout temps, on a créé des eschatologies. Les eschatologies, c'est des discours de fin des temps. Ça veut dire à la fin, quand tout sera parfait, où l'humanité disparaîtra, ou alors il y aura un modèle de société parfaite, mais on sera à la fin des temps et l'essence humaine sera réalisée. Alors vous avez l'eschatologie juive, chrétienne, musulmane, par exemple. Vous avez l'eschatologie, on pourrait dire, marxiste, et plus récemment l'eschatologie post-humaniste, qui consistera à dire que si je prends vraiment des choses tout à fait actuelles et que je mets ma petite interprétation, mon petit grain de sel, on pourrait dire l'eschatologie post-humaniste aujourd'hui, c'est quoi ? C'est avec la prothèse de l'intelligence artificielle. Bon, on pourrait déléguer toutes les décisions qui dépassent les êtres humains, n'est-ce pas ? La populace, on pourrait la déléguer entièrement à une gouvernementalité algorithmique, donc une intelligence artificielle qui prendrait toutes les décisions importantes, comme on vit dans une société de plus en plus technique, dont les ressorts échappent par leur complexité à la plupart des gens. On a l'impression que ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, et on aurait cette intelligence artificielle comme prothèse, et de l'autre côté, on aurait par exemple le revenu universel, hein, et puis le divertissement pour tous, avec les réseaux sociaux, et puis qui guide un peu l'humanité, qui la synchronise un peu comme une termitière. Et là, on serait des insectes sociaux, on serait réduit en fait à des insectes sociaux. Bon, en fait, c'est pas du tout là où va en venir Maeterlinck, mais on peut avoir cette crainte au début, puisqu'il n'avance pas sa thèse, en fait. En réalité, le discours de Maeterlinck, il serait plus à relier à plutôt un discours, on va dire, rousseauiste ou darwiniste. Rousseauiste dans le sens de ce concept de perfectibilité que Rousseau avait inventé, et qui, appliqué, on va dire, à l'anthropologie, veut dire que l'humanité, voilà, elle avance par petits pas, elle tâtonne, elle se
perfectionne, mais indéfiniment en fait. Et, euh, et elle se modifie, elle s'améliore. Par certains aspects, elle peut optimiser des choses. Enfin, vous m'avez compris. Et apparemment, ça a été une notion inventée dans le discours sur l'inégalité. J'avoue que je ne l'ai jamais lu, même si ce serait une lecture très intéressante pour moi, je pense. Donc ce que souhaite dire Maeterlinck, c'est pas que ce serait quand même pas mal qu'on s'apparente à une termitière à la fin des temps, un peu comme je le crains aussi dans la vidéo SOS Bonheur, je parle un peu de cette possibilité, enfin de cette crainte que j'ai. Ce qu'il dit plutôt, c'est que l'abeille est douée d'intelligence, tout simplement, d'une forme d'intelligence. Il va dans le sens de cette... je sais pas si c'est vraiment du darwinisme que de dire ça, mais de dire qu'il y a un mouvement de la nature qui, tout en créant de la vie, crée de la matière et de l'intelligence pour cette matière. Donc vous avez une vie qui apparaît, une conscience, un instinct pour permettre la survie et ensuite une intelligence pour tout optimiser en fait chez cette espèce. Ça crée des sous-espèces, ça crée une évolution. Donc ça, je pense bien que c'est darwiniste, hein, ou alors j'ai pas bien compris, mais ce qui est possible. Mais donc ce qu'il dit, c'est que la perfectibilité humaine, on peut en retrouver une forme chez l'abeille en fait aussi, et qu'on peut se reconnaître en elles en ça, qu'elles sont capables de s'adapter, de faire preuve de jugement au cas par cas dans certaines situations, et faire preuve d'invention. Il en donne des exemples, alors j'ai pas envie de multiplier les exemples, je vous donne suffisamment d'extraits pour vous donner envie de lire en fait le texte. En tout cas, il illustre bien dans son livre la manière dont les abeilles ont évolué, d'abeilles sauvages et solitaires à la société d'abeilles qu'on connaît aujourd'hui, dans l'espèce qu'on élève en tant qu'être humain. Il montre bien qu'au départ, elles n'avaient pas de toit, mais que pour éviter les intempéries et les prédateurs, elles ont commencé à faire des cités entièrement couvertes, des ruches, quoi. Il explique aussi qu'elles ont commencé à mutualiser leurs ressources, à avoir ces constructions communes, cette organisation sociale. Donc voilà, du point de vue de l'architecture, de l'économie, il y a quand même de la société, il y a une évolution au fur et à mesure. Et il explique aussi par exemple que les formes hexagonales des cellules permettent d'optimiser la quantité de miel à stocker par exemple. Donc tout ça c'est très intéressant, il explique comment elles sont capables de s'adapter aussi. Et là, sur ce point précis, je vous cite un petit exemple que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il explique qu'à l'état de nature, jamais vous verrez une reine étrangère pénétrer dans une ruche, mais que bien sûr, avec la main humaine, c'est le genre de situation qui peut maintenant apparaître. Et il décrit ce qui se passe dans la ruche dans ce cas de figure, donc je vais vous lire ce petit extrait. Nous troublons à chaque instant les lois de la nature qui doivent leur sembler le plus inébranlables. Nous les mettons tous les jours dans la situation où nous nous trouverions nous-mêmes si quelqu'un supprimait brusquement autour de nous les lois de la pesanteur, de l'espace, de la lumière ou de la mort. Que feront-elles donc si on introduit de force ou frauduleusement une seconde reine dans la cité ? À l'état de nature, ce cas, grâce aux sentinelles de l'entrée, ne s'est peut-être jamais présenté depuis qu'elles habitent ce monde. Elles ne s'affolent point et savent concilier du mieux qu'il est possible, dans une conjoncture aussi prodigieuse, deux principes qu'elles respectent comme des ordres divins. Le premier est celui de la maternité unique, qui ne fléchit jamais, hors le cas, et tout à fait exceptionnellement dans ce cas, de stérilité de la reine régnante. Le second est plus curieux encore, mais s'il ne peut être outrepassé, du moins admet-il qu'on le tourne pour ainsi dire judaïquement. Ce principe est celui qui revêt d'une sorte d'inviolabilité la personne de toute reine, quelle qu'elle soit. Il serait facile aux abeilles de percer l'intruse de 1000 dards empoisonnés. Elle périrait sur l'heure, et elle n'aurait plus qu'à traîner son cadavre hors de la ruche. Mais bien qu'elles aient l'aiguillon toujours prêt, elles s'en servent à tout moment pour se combattre entre elles, pour mettre à mort les mâles, les ennemis ou les parasites. Elles ne le tirent jamais contre une reine, de même qu'une reine ne tire jamais le sien contre l'homme, ni contre un animal, ni contre une abeille ordinaire. Et son arme royale, qui, au lieu d'être droite comme celle des ouvrières, est recourbée en forme de cimeterre, elle ne la dégaine que lorsqu'elle combat une égale, c'est-à-dire une autre reine. Aucune abeille n'osant vraisemblablement assumer l'horreur d'un régicide direct et sanglant, dans toutes les circonstances où il importe au bon ordre et à la prospérité de la République qu'une reine périsse, elle s'efforce de donner à sa mort l'apparence de la mort naturelle. Elle subdivise le crime à l'infini de manière qu'il devienne anonyme. Elles emballent alors la souveraine étrangère, pour me servir de l'expression technique des apiculteurs, ce qui signifie qu'elles l'enveloppent tout entière de leurs corps innombrables et enlacés. Elle forme ainsi une espèce de prison vivante où la captive ne peut plus se mouvoir et qu'elle maintienne autour d'elle durant 24 heures s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle y meure de faim ou étouffée. Si la reine légitime s'approche à ce moment et que, flairant une rivale, elle paraisse disposée à l'attaquer, les parois mouvantes de la prison s'ouvriront aussitôt devant elle.
Les abeilles feront cercle autour des deux ennemis et, sans y prendre part, attentives mais impartiales, elles assisteront au combat singulier, car seule une mère peut tirer l'aiguillon contre une mère, seule celle qui porte dans ses flancs près d'1 million de vies paraît avoir le droit de donner d'un seul coup près d'1 million de morts. Mais si le choc se prolonge sans résultat, si les deux aiguillons recourbés glissent inutilement sur les lourdes cuirasses de chitine, la reine qui fait mine de fuir, la légitime aussi bien que l'étrangère, sera saisie, arrêtée et recouverte de la prison frémissante jusqu'à ce qu'elle manifeste l'intention de reprendre la lutte. Il convient d'ajouter que dans les nombreuses expériences qu'on a faites à ce sujet, on a vu presque invariablement la reine régnante remporter la victoire, soit que, se sentant chez elle, au milieu des siens, elle ait plus d'audace et d'ardeur que l'autre, soit que les abeilles, si elles sont impartiales au moment du combat, le soient moins dans la manière dont elles emprisonnent les deux rivales, car leur mère ne paraît guère souffrir de cet emprisonnement, au lieu que l'étrangère en sort presque toujours visiblement froissée et alanguie. Voilà, c'est sur cet extrait que va se terminer cette vidéo. J'ai quand même envie de dire quelques mots des défauts que j'ai trouvés au livre, des défauts objectifs, on va dire, que j'ai trouvés à ce livre. D'une part, j'ai regretté que l'auteur ne définisse pas les termes qu'il emploie. Je pense que même si c'était une sorte d'ouvrage de vulgarisation à son époque, il a présumé que tout un tas de choses étaient déjà connues du lecteur, peut-être parce que c'était destiné à la bourgeoisie, hein, tout simplement, bourgeoisie instruite. Peut-être que tout le monde connaissait ça à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a gêné pour, par exemple, le mot jabot, pour ce qu'il appelle des ruelles ou des gâteaux aussi. J'ai même pas retrouvé la signification de ces mots-là, donc ça m'a un petit peu gêné. Du point de vue aussi du lyrisme, bon, je dois bien dire que il y a des moments où je trouvais qu'il en faisait peut-être trop, c'était un peu indigeste. Peut-être que ça passait mieux à l'époque, mais aujourd'hui c'est un petit peu difficile. Je pense notamment qu'il en a trop fait avec sa poétisation de l'accouplement, je vais vous lire. Hein. Voilà de prodigieuses noces, les plus féeriques que nous puissions rêver, azurées et tragiques, emportées par l'élan du désir au-dessus de la vie, foudroyantes et impérissables, uniques et éblouissantes, solitaires et infinies. Voilà d'admirables ivresses sous la mort, survenues dans ce qu'il y a de plus limpide et de plus beau autour de cette sphère, l'espace virginal et sans bornes, fixe dans la transparence auguste du grand ciel la seconde du bonheur, purifie dans la lumière immaculée ce que l'amour a toujours d'un peu misérable, rend inoubliable le baiser, et, se contentant cette fois d'une dîme indulgente, de ses mains devenues maternelles, prend elle-même le soin d'introduire et d'unir pour un long avenir, inséparables dans un seul et même corps, deux petites vies fragiles. Tout ça pour parler d'un insecte qui, au cours d'un vol très haut dans le ciel, prend un autre insecte par derrière et finit par mourir, les entrailles sorties du corps, quoi. Alors évidemment, c'est d'assez mauvaise foi de présenter les choses comme ça, et il a fait l'effort d'habiller toute cette réalité, et c'est le talent du poète. Mais bon, pour un lecteur contemporain, même en faisant l'effort d'apprécier cette forme plus habillée, je dois dire que là, c'est trop d'affêterie, c'est trop de... On tombe vraiment dans le maniérisme et une forme de mièvrerie, quoi. Hein. Mais bon. Sinon, j'ai aussi trouvé que du point de vue de l'essai, il y a à la fin, page 186 à 194, il y a toute une espèce d'allégorie avec un biologiste, un dialogue qu'il a imaginé vraisemblablement, hein, parce que je peux même pas penser que ce dialogue existait. C'était à la mode d'inventer des dialogues dans des essais et tout ça à l'époque. Et alors, on comprend que c'est une allégorie pour avancer des éléments de sa propre thèse, mais je trouvais que sur 8 pages, c'était un peu trop, donc je trouvais ça un petit peu lourd aussi. Ça, c'est pour les défauts que j'ai trouvés objectifs et que tout le monde pourra regretter à un moment ou à un autre de sa lecture. Sinon, je dois bien avouer que pour ce qui est des descriptions géométriques de la ruche, j'ai été à plusieurs moments complètement dépassé. J'ai vraiment pas compris ce qu'il disait. Et sinon, bon, il y a quelques coquilles, je les ai pas toutes relevées, j'en ai relevé que 2, là, je vous les montrer. Ça, c'est si l'éditeur passe par ici et qu'il a envie de modifier ça pour le prochain tirage. Voilà, en conclusion, j'ai même pas à vous conseiller ou à vous déconseiller ce livre, c'est vous qui voyez. C'est considéré comme un livre révolutionnaire. Il est dans son jus, il a les défauts de son époque, les qualités de son époque, mais c'est un livre qui a compté. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, etc., etc. Ça va bien m'aider parce que pour l'instant l'audience n'est pas extraordinaire, mais voilà, je m'en plains une fois pour toutes, mais je vais pas dire ça à chaque vidéo. Mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, c'est que vous avez probablement apprécié cette vidéo.
À bientôt, je vous laisse sur un dernier extrait qui parle de l'hiver vécu par les abeilles, et je vous laisse pour de bon cette fois-ci. Par le bruissement concerté de leurs ailes, petites sœurs survivantes des flammes ensoleillées, qui s'activent ou s'apaisent selon les fluctuations de la température du dehors, les abeilles entretiennent dans leur sphère une chaleur invariable et égale à celle d'une journée de printemps. Ce printemps secret émane du beau miel qui n'est qu'un rayon de chaleur autrefois transmué, qui maintenant revient à sa forme première. Il circule dans la sphère comme un sang généreux. Les abeilles qui se tiennent sur les alvéoles débordants l'offrent à leurs voisines, qui le transmettent à leur tour. Il passe ainsi de griffe en griffe, de bouche en bouche, et gagne les extrémités du groupe, qui n'a qu'une pensée et une destinée éparses et réunies en des milliers de cœurs. Il tient lieu de soleil et de fleurs, jusqu'à ce que son frère aîné, le soleil véritable du grand printemps réel, glissant par la porte entr'ouverte ses premiers regards attiédis où renaissent les violettes et les anémones, réveille doucement les ouvrières pour leur montrer que l'azur a repris sa place sur le monde et que le cercle ininterrompu qui joint la mort à la vie vient de faire un tour sur lui-même et de se ranimer.